Dans le milieu de la course automobile, il y a des événements qui se distinguent des autres, et particulièrement trois d'entre eux. Le Grand Prix de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Et parmi ces trois, il y en a un qui est au-dessus du lot. Aucune épreuve automobile n'attire autant de monde, autant de passion que les 24 heures du Mans. De 1923 à 2023, c'est 100 ans d'existence, 100 ans de folie, 100 ans d'histoire. On reprend là où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire en 1975. On vous souhaite un bon troisième épisode. Ferrari a toujours le record de victoire avec ses 9 succès. Succès qui ont d'ailleurs permis au Belge Olivier Gendebien de prendre le record côté pilote. Mais depuis 1966, les rouges ne gagnent plus. En effet, Le Mans a connu pendant 4 ans une ère complètement folle où Ford venait battre Ferrari sur leur terrain. Après 2 victoires officielles avec l'aide de Carroll Shelby, les Ford ont continué de gagner avec un certain John Wyer, qu'on reconnaît avec ses livrets Gulf. Victoire en 68 et 69 pour l'équipe anglaise. 69 qui est d'ailleurs une édition à part avec les différents mouvements de protestation, la marche de Jackie Ickx par exemple qui décroche sa première victoire en Sarthe au terme d'un duel roue contre roue face à la Porsche de Hans Hermann, mais aussi édition marquée par de nombreux accidents graves, Henri Pescarolo, Lucien Bianchi ou John Wolf, rien qu'en 69. La sécurité est prise de plus en plus au sérieux et les choses changent. Plus de départs type Le Mans, l'apparition de rails tout autour du circuit, et en 72, l'arrivée d'une toute nouvelle portion, qu'on appelle la nouvelle portion. D'ailleurs, le passage aux années 70 marque le début d'une nouvelle ère. Porsche triomphe enfin, mais les règlements sont réadaptés en 72 et fusionnent le groupe 6 et le groupe 5, chose qui arrange bien Matra. Ce sont d'ailleurs les Bleus qui remportent la course pendant 3 années. Pescarolo devient triple vainqueur après avoir triomphé avec Graham Hill en 72 et avec Girard à Larousse les 2 années suivantes. Mais après ces succès, Matra se retire. On en est donc là. Après son aventure victorieuse avec Ford, John Wyer a tenté de faire triompher les couleurs Gulf sur les Porsche 917, mais en vain. Mais il ne dit pas pour autant son dernier mot et en 1973, on le retrouve au Mans avec ses propres voitures, des Mirage, à nouveau, la GR7, au moteur Ford Cosworth. Ses efforts ne sont pas couronnés de succès en 73 et en 74, mais en 1975, il devient le favori de l'épreuve avec sa nouvelle GR8. Il faut dire que Matra a mis un terme à son programme sportif et n'est donc plus là. Porsche, de son côté, fait rouler une 908 qui n'a plus d'âge. Ferrari s'est concentré sur la F1. Alfa Romeo, qui domine le championnat, fait l'impasse sur Le Mans parce que son V12 est trop gourmand. Et de plus, Le Mans ne fait pas partie du championnat. Donc il y a vraiment une assez faible opposition en face des Mirages de John Wyer. Ainsi émergent les 2 GR8, la 10 de Vern Schuppan et Jean-Pierre Josso et la 11 de Derek Bell et Jackie Ickx. Mais il ne faut jamais sous-estimer la concurrence et Ligier profite du retrait de Matra pour gonfler ses finances avec le nouvel arrivant Gitane, même si on sait que l'ambition de Guy est d'arriver en Formule 1, ce qu'il fera dès l'année suivante. Bref, Guy Chasseuil et Jean-Louis Lafosse se montreront suffisamment mais sans réellement inquiéter Jackie Ickx et Derek Bell qui, malgré une case d'échappement en fin d'épreuve, remportent l'édition 75 avec un tour d'avance sur la Ligier. John Wyer s'impose cette fois-ci avec une voiture qu'il a développée. Il s'agit de sa 3e victoire au Mans. Pour Ickx, c'est la 2e, une nouvelle fois avec Wyer. Pour Bell, il décroche son premier succès. Bon, on a vu que le manque de concurrence en 75 a rendu cette édition un petit peu plus fade, mais avec le retour du groupe 6 en 76, de nouvelles belles bagarres pourraient avoir lieu. Pour ceux qui ont vu mon triptyque sur le championnat du monde d'endurance, vous savez que le groupe 5 fait la loi dans le championnat à partir de 75. Donc les GT très poussés qu'on appelle les silhouettes et qui sont généralement représentés par la 935. Et vous l'avez compris, en 76, c'est une réforme des groupes. Ces voitures du nouveau groupe 5 sont autorisées au Mans, mais l'ACO accueille bien évidemment le retour des groupes 6. Porsche peut à nouveau revenir dans la lutte à la victoire et nous présente sa nouvelle 936 à moteur turbo. Côté français, Ligier sont partis en F1, mais depuis 75, Alpine Renault ou Renault Alpine sont présents. L'équipe est menée par le double vainqueur de l'épreuve, Gérard Larousse. Après une tentative en 1975 avec l'A441 qui s'est soldée par un abandon éclair, super, ils reviennent en 1976 avec l'A442 à moteur turbo. On y retrouve leur pilote de développement, le grand blond Jean-Pierre Jabouille accompagné de Patrick Tambay et José Dolem. Mais chez les jaunes on le sait,
La voiture n'est pas encore aboutie et le but était de terminer. Elle est très rapide là, il n'y a pas de doute. Mais la fiabilité, ce n'est pas encore ça. Il reste encore quelques mirages dans le paysage, mais les connaisseurs ne se font pas d'illusions. Les grands favoris sont Porsche. Les 936 sont brillants en début de saison. Renault décroche la pole position sans contestation possible avec 6 secondes d'avance sur le deuxième. Mais pour la course, on se veut prudent et on bride les mécaniques afin de se donner le maximum de chances d'aller au bout. Jean-Pierre Jabouille ne s'échappe pas et la Porsche numéro 20 de X et l'ENEP restent au contact. Et ce qui devait arriver arriva. La Renault a des soucis de fiabilité et ne voit pas le bout de la course. Victoire facile pour Porsche qui s'impose avec X et l'ENEP. Le Belge est passé de Mirage à Porsche durant l'intersaison contrairement à Derek Bell qui est resté chez Mirage. Bref, cela démontre que cette Alpine A442 est bien née, prometteuse et ne demande qu'à être développée. Cela pourrait nous réserver quelques belles éditions pour les années à venir. Mais en attendant, laissez-moi vous conter une toute autre histoire dans l'histoire. Vous le savez, en 2023, il y aura une voiture spéciale au départ, une Chevrolet Camaro de la NASCAR. Elle sera pilotée par le champion du monde de F1 2009, Jenson Button, la légende de la NASCAR, Jimmy Johnson, ainsi que le vainqueur 2010 du double tour d'horloge Manceau, Mike Rockenfeller. Mais ce n'est pas la première fois qu'une NASCAR va participer aux 24 heures du Mans. Non, en 1976, il y en avait déjà 2 au départ. La présence de ces 2 NASCAR au départ s'explique alors par 2 raisons. Tout d'abord, nous sommes en 1976, c'est le bicentenaire de la déclaration d'indépendance américaine. Or, la France et les États-Unis ont des relations anciennes et profondes. Il y a même quelques soldats français, dont Lafayette, qui ont participé à cette guerre d'indépendance. Donc, on célèbre l'événement en invitant les NASCAR aux 24 heures du Mans. La deuxième raison, c'est l'insuccès public des 24 heures du Mans 1975. Avec son très faible plateau, cette édition n'a pas attiré beaucoup de public et ça a coûté très cher à l'ACO. Celle-ci, pour tenter de rattraper le coup, a décidé d'ouvrir grand les portes de son plateau en 1976. Et l'Automobile Club de l'Ouest a établi un partenariat avec la NASCAR qui a abouti à la création du trophée Daytona Le Mans et cela explique que 2 NASCAR soient venus aux 24 heures du Mans 1976. Ces 2 voitures chargées de célébrer le bicentenaire sont tout d'abord une Dodge Charger au moteur V8 de 7 litres. Ouais, ça, c'est de l'américain. Et la seconde est une Ford Torino au V8, lui aussi cubant 7 litres. Pas de doute, c'est du typiquement US. Bon, c'est spectaculaire, mais niveau fiabilité, c'est pas ça du tout, surtout au niveau des freins. Après, ce n'est pas nécessairement prévu pour. C'est vrai Jules, mais de là à ce que la Dodge ne fasse que 2 tours, tu m'accorderas que c'est un peu juste. La Ford, elle ira un peu plus loin, elle tiendra à 11 heures, mais bon, sa course sera un véritable calvaire. Ce genre de voiture hors catégorie fera le charme des 24 heures du Mans, même si c'est une tradition assez récente finalement. On l'appelle aujourd'hui le garage 56. Le 56e stand a été lancé en 2012 avec l'apparition d'une voiture très bizarre, la Nissan Delta Wing. En fait, c'est une idée lancée par Don Panos et Dan Gurney qui a été réalisée avec l'aide de Nissan. Enfin bref, cette voiture non conventionnelle prendra le 29e temps des qualifs, ce qui est honorable. Et après un début de course sans encombre, une relance de safety car aura raison de cette Delta Wing. Satoshi Motoyama est envoyé dans le mur du karting par une Toyota. Mauvais jugement. Le japonais tentera de réparer sa voiture pendant 1 heure avant de le laisser tomber la mort dans l'âme. Comme quoi, ce genre d'histoire ne s'est pas arrêté en chemin. Bref, en 2013, Green GT devait arriver avec un proto-hydrogène, mais finalement, au vu de la complexité du chantier, ils y ont renoncé. Mais la mission 24, voiture à hydrogène, devrait bientôt prendre un départ aux 24 heures. En 2014, c'est Nissan qui revient en 56e stand. Oui, avec une voiture qui fait penser à la Delta Wing, sauf que celle-ci est hybride. Ouais, comme les LMP1, Porsche, Toyota et Audi en fait. Oui, sauf que pour eux, le but est de faire 24 heures en tout électrique. Ils comptent s'appuyer sur le faible poids et la faible traînée de la voiture pour y parvenir. Sauf que cette voiture ne fait que 5 tours avant de casser la boîte. Dommage. Nissan retente alors sa chance en 2015 en engageant 3 prototypes à moteur avant, les GT-R LM Nismo. Ouais, sauf que là, ce sont des LMP1. Ouais, oui. Bref. 2016 est une aventure humaine très touchante avec la participation de Frédéric Saucé, pilote quadri-amputé qui disputera les 24 heures du Mans avec une LMP2 réaménagée. Et il ira d'ailleurs au bout de la course. J'en ai fait une vidéo si jamais. Saucé reviendra en 2021 avec l'équipe SRT 41. Dans l'équipage, Takuma Aoki et Nigel Bailey sont 2 pilotes handicapés. Ils sont accompagnés par Mathieu Lahaye. Ils iront là aussi au bout de la course. Bref, le garage 56 c'est l'occasion de voir des projets qui sortent de l'ordinaire. En 1976, 2 NASCAR détonnaient et en 2023, l'histoire est sur le point de se répéter.
Il est maintenant l'heure de briller pour Renault. Et après avoir triomphé avec Matra, Gérard Larousse veut maintenant triompher en tant que patron d'écurie avec Renault Alpine. Après avoir travaillé 1 an sur la fiabilité de la voiture, les hommes de Renault amènent 4 Alpines sur la grille de départ. Il y en a 3 pour l'équipe d'usine et 1 pour une équipe privée, Oreca. On y retrouve des Jabouille, Bell, Depailler, Lafitte, Josso, Tambay, Arnoux, Fréclin et Pironi. Que des noms légendaires. Mais Porsche est redoutable et un certain équipage composé de Jackie X et Henri Pescarolo fait peur. Que le meilleur gagne. Comme en 76, Jabouille prend la tête de la course. Il est suivi par les autres Renault, la 936 de Jackie X Pescarolo ainsi qu'une 935 qui se montre. Mais premier coup de théâtre, l'A442 privé pilotée par Pironi prend feu au premier passage de Mulsanne. Cela dit, ce sont bien les jaunes qui ont la course en main. Seule la 936 de X et Pescarolo tient, mais après 1 heure de course, le moteur casse. C'est terrible. When the car broke, did it happen slowly or did it break very suddenly? No, everything was beautiful in the car. The oil pressure, oil temperature, everything was perfect. And suddenly, the engine broke, but it was really very, very sudden. Pescarolo rentre au stand et abandonne. Heureusement, on est encore à l'époque des suppléants et les pilotes pouvaient être attribués à une autre voiture pendant la course. À ce jeu, Pescarolo rejoint une 935 et X une 936. La numéro 4 de Bars et Haywood, mais elle a du retard. Beaucoup de retard. Rien à perdre, le trio attaque. Renault gère sa course avec 3 voitures en tête en début de soirée suivies par 2 Mirages. Mais les problèmes touchent les Renault. 13 minutes d'arrêt pour Josso avant la nuit. La Porsche numéro 4 remonte. Déjà que X soit plus rapide de 6 secondes au tour, ça aide un peu. À 4h du mat, c'est la 8 de Depailler et Lafitte qui perd 8 tours pour changement de boîte de vitesse. Ce qui fait qu'au petit matin, on a Jean-Pierre Jabouille et Derek Bell en tête, suivi par la Porsche numéro 4 de Bars, Haywood et X. La tendance semble s'inverser, et vers 9h30 le dimanche matin, Jean-Pierre Jabouille revient au ralenti. De la fumée s'échappe de son A442. C'est la fin. Jackie X a sauvé Porsche et s'en va égaler le record de victoire détenu par son compatriote Olivier Gendebien. Oui, mais attends, à quelques minutes du terme, Hurley et Haywood rentrent au stand au ralenti. Problème de soupape. Il faut absolument qu'ils bouclent un tour et ils ont 18 minutes pour le faire. Sinon, la course est perdue. Les mécaniciens isolent le cylindre à la soupape défectueuse et Jochen Bars, meilleur technicien, est désigné pour reprendre le volant. Le clan Porsche attend le bon moment pour lancer cette 936 malade et Bars sort des stands. Il boucle donc le dernier tour de course et Jackie X égale bien le record de son compatriote. Il s'en est fallu de peu pour le héros de la course. Porsche a battu Renault qui semblait rapidement avoir course gagnée. Autant vous dire que l'orgueil des jeunes en a pris un coup. Rendez-vous en 78. Le mot d'ordre de la régie est clair, il faut absolument battre Porsche. Pour cela, ils ont travaillé pendant 1 an encore sur la fiabilité des A442. Ils ont notamment tourné sans arrêt sur un anneau de vitesse à Columbus en Ohio pour reproduire les contraintes de la ligne droite des Hunaudières. Cette fois-ci, c'est la bonne, mais pour panacher au mieux ses chances, Renault Alpine arrive avec 4 voitures qui sont toutes légèrement différentes entre elles. La A442, qui a servi de mulet tout l'hiver durant les essais, porte le numéro 4 et les couleurs du sponsor Calberson. Elle est confiée à Ragnotti, Fréclin et Dolem. Et même Jean-Pierre Jabouille fera un relais à son bord durant la journée du dimanche. La numéro 3 est également une A442, elle est confiée à Derek Bell et à Jean-Pierre Jarrier. La numéro 2 est une A442B, c'est une évolution de la A442, elle se distingue tout de suite au premier coup d'œil par sa bulle. Elle est confiée à Jean-Pierre Josso et Patrick Tambay, mais ce dernier se blesse, il est donc remplacé au pied levé par Didier Pironi. La numéro 1, c'est la A443, évolution ultime de la A442. Son empattement est plus grand, son moteur est porté au maximum de la cylindrée réglementaire. Elle est confiée à Jean-Pierre Jabouille et à Patrick Depailler. Du côté de chez Porsche, on ne reste pas les bras croisés. La 936 a été très fortement revue durant l'hiver et la preuve en est apportée par Jackie X lors des essais lorsqu'il claque la pole position devant toutes les Renault. De plus, Renault va devoir se méfier de la meute des Porsche du groupe 5, les 935. Au fur et à mesure que la vitesse s'accroît, la largeur de la route semble décroître. Le ruban de bitume rectiligne, enserré entre ses parois d'acier, devient un entonnoir dans lequel la voiture, comme aspirée, s'engouffre.
X prend le départ sur la numéro 5 aux côtés d'Henri Pescarolo, mais sa 936 connaît rapidement des problèmes de boîte. Il passe alors sur la numéro 6 pour épauler Jürgen Barth et Bob Volek, un ancien skieur français reconverti en pilote émérite. L'heure de la revanche a sonné. Jean-Pierre Jabouille est en feu et prend les commandes une nouvelle fois dès le départ et il creuse l'écart. Rapidement, la 935 Moby Dick de Stomlen Shorty est retardée par un problème. Puis au deuxième tour, c'est X qui a un souci d'accélérateur. Puis c'est Jabouille et Depailler qui sont victimes de vibrations. Ils perdent du temps avec 2 arrêts coup sur coup. Pironi et Josso prennent donc la tête. Deuxième, Bell et Jarier sont eux aussi victimes de problèmes mécaniques. Les leaders n'ont plus de rempart et au petit matin, la Porsche de X Volek Barth n'est plus très loin. Mais cette année, c'est la Porsche qui casse le dimanche. Changement de pignon de boîte et 37 minutes de perdu. Pironi et Josso doivent maintenant aller jusqu'au bout. Les 2 autres Renault officiels sont hors course et l'A442 de Daulem Franklin Ragnotti est 4ème derrière 2 Porsche. Pironi compte 7 tours d'avance sur X et il ne tremble pas. Ça tient. Il est 16h et Renault Alpine vient à bout de Porsche. Il remporte les 24 heures du Mans. X a beau avoir piloté 14 heures, ça n'aura pas suffi. La victoire est française. Ça y est, Renault peut maintenant concentrer ses efforts sur la Formule 1. Et oui, comme pour Matra, Renault s'en va une fois la tâche accomplie. Pour 1979, l'édition s'annonce plutôt terne. Édition 79 qui voit le tracé légèrement modifié au tertre rouge. La construction du périphérique oblige la CO à modifier légèrement le tracé du virage conduisant à la fameuse ligne droite de Hunaudière. Bref, les constructeurs boudent le Mans. Ferrari ne montre plus le bout de son nez depuis le milieu de la décennie parce qu'il se concentre sur la Formule 1, tout comme le public. Porsche n'a pas prévu de s'engager en 1979. On s'attend donc à un duel entre quelques Porsche 935 privés, les Mirage qui ne portent plus les couleurs Gulf mais qui sont aux couleurs de Ford de France, et les Rondeau, les voitures d'un artisan sartois nommé Jean Rondeau. Mais surprise, à 3 mois de l'épreuve, Porsche finalement décide d'engager 2 936. Cela tient au fait qu'ils ont décroché un sponsoring de dernière minute, la société Essex, une compagnie pétrolière, qui voit là une opportunité de se faire de la pub à peu de frais. On voit mal en effet comment des 935 privés, des Mirage ou des Rondeau, qui sont toutes finalement des voitures d'artisans, pourraient venir à bout de Porsche 936, officielles des voitures éprouvées. Le public s'intéresse alors à Rondeau qui sort de ses ateliers les M379 désormais faites pour le groupe 6. On y trouve des pilotes populaires avec Jean Ragnotti, Bernard Darniche, Henri Pescarolo, Jean-Pierre Beltoise, Jackie Aran et même le patron Jean Rondeau. Donc c'est cool, c'est la fierté française, et plus particulièrement la fierté sartoise. Mais sans surprise, les 2 936 prennent les 2 premières places en qualif. Volek, Heywood, Barth en pole, X et Redman en 2e place. Mais attention aux 935 qui sont menaçantes depuis plusieurs années. Klaus Ludwig, Bill et Don Whitington sont rapides depuis le début de la semaine et il pourrait y avoir des surprises. Et c'est bel et bien le cas parce que les 936 vont avoir tous les ennuis du monde. Panne d'essence, crevaison, problème de jantes, leur course n'est pas fluide du tout. Clairement, l'inscription tardive fait que l'équipe manque de préparation et le team Essex va le payer cher. La crémaire Porsche 935 K3 de Ludwig et des frères Whitington trace sa route, elle, sans trop de problèmes. Les 936 se prennent les pieds dans le tapis et durant la nuit, il se passe quelque chose d'assez improbable. Il est 2h54 du matin et Jackie X est au ralenti dans les Hunaudières. Ouais. La courroie de pompe à injection a lâché. Ça, c'est pas une première sur les 936 et ça prouve que l'usine n'avait quand même pas sérieusement préparé ses 24 heures en 1979. Et pour réparer ça, si t'as pas de courroie de pompe à injection sous la main, c'est un peu cuit, hein. Donc Jackie X, il rumine. C'est pas cette année qu'il va battre le record des 4 victoires. Et c'est là que une intervention certainement divine se produit. Tout à coup, Jackie distingue sur un buisson une courroie de pompe à injection neuve. C'est dingue! Il s'en saisit, procède à la réparation, remplace l'ancienne par la nouvelle et il se relance. Sauf qu'à 7h du matin, la direction de course disqualifie la voiture du quadruple vainqueur. Vous l'avez compris, hein, aucun buisson au monde n'a pour fruit des courroies de pompe à injection. C'est juste parce que des membres de son équipe sont venus lui déposer en scred. Mais c'est interdit. Il pleut le dimanche et la course se joue maintenant entre les 935 privés et c'est finalement la crémaire de Klaus Ludwig, Bill et Don Whitington, les 2 frangins, qui s'impose. C'est une surprise, une GT vient de battre les protos. Et chez Porsche, on n'est pas très fiers de ce qui vient de se passer, parce que même si ça reste la victoire d'une Porsche, même si ça reste la victoire d'une 911, chose que Porsche a toujours voulu, ça reste une défaite aussi pour les 936 de l'usine. L'image de marque, elle n'est pas très bonne. Et pour Essex, il est clair qu'il faudra s'y prendre plus tôt l'année prochaine.
sauf qu'il n'y aura pas d'année prochaine. Mais il faut dire que cette bataille interne à Porsche ne passionne pas tout le monde. Clairement, les 24 heures du Mans sont dans le creux de la vague. Pour 1980, un certain Reinhold Jost reprend des châssis 936 qu'il engage sous le nom 908 avec le soutien de quelques ingénieurs Porsche, et il compte également sur Jackie Ickx parmi ses pilotes. Autant vous dire qu'il fait partie des favoris. Voir Porsche gagner toute seule n'intéresse que peu de monde. Mais heureusement, le public peut se consoler avec une belle variété de voitures. Les 935 sont très américaines et on trouve d'autres voitures du règlement IMSA pas très loin. Des BMW M1, des Ferrari 512 ou des Mazda RX-7. Bon, rien qui peut jouer la victoire au général, c'est sûr. Le public continue de se passionner pour la Rondo, mais il faut être réaliste. Il faudrait un miracle pour que l'artisanale sartoise triomphe devant des monstres de Stuttgart. Au vu des engagés, Rondo est outsider. Jean engage 3 voitures, 2 M379B engagées en groupe 6 pilotés par lui-même, Jean-Pierre Josso, Henri Pescarolo et Jean Ragnotti, ainsi qu'une M379 de base engagée en GTP pilotée par les frères Martin, Philippe et Jean-Michel avec Gordon Spice. À voir, hein, mais avec 100 chevaux de moins que Porsche, autant fermer les yeux et fantasmer. Hein. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la M379 GTP peut jouer la gagne en GTP. Mais surprise, Rondo fait la pole position. Mais cette séance de qualification de l'édition 1980 est assez particulière. Ce n'est pas uniquement le tour le plus rapide qui est compté, mais la moyenne des tours les plus rapides des deux pilotes qui composent l'équipage. S'ajoute à ça des conditions météo pourries durant toute la semaine et vous obtenez une hiérarchie pas trop représentative. Mais pole position de Pescarolo et Ragnotti quand même. Les mauvaises conditions sont toujours présentes au départ de la course le samedi après-midi. Une 935 prend la tête, tandis que Hans-Joachim Stuck surprend avec la BMW M1. L'Allemand est très rapide sous la pluie et prend la deuxième position. Côté Porsche avec Jackie Ickx, on est plus prudent, surtout avec des coupures moteurs. D'ailleurs, les choses se compliquent à 21h30 pour le Belge dans les Inaudières. Problème sur sa courroie de pompe à injection. Je vous jure que c'est vrai. Sauf que là, il parvient à regagner les stands et les réparations se font dans les règles de l'art. Mais du coup, ils perdent du temps. Ce problème touche également Bob Volek et Helmut Kellener sur 935. Ça, plus la pluie qui gomme les performances moteurs, fait qu'on se retrouve avec les rondeaux 2e et 3e. Malheureusement pour Pescarolo et Ragnotti, ils abandonnent durant la nuit à cause d'une casse moteur. Entre-temps, la Porsche 908 de Jackie Ickx Jost a repris la tête. Le dimanche matin, mis à part un problème technique, la victoire est pour eux. Et justement, à 10h du matin, cette voiture rentre au stand pour changement de pignon de boîte. 28 minutes de perdu et émerge alors en tête avec 5 tours d'avance, Jean Rondo et Jean-Pierre Josso. C'est incroyable. La météo capricieuse qui apporte une nouvelle averse met les nerfs à rude épreuve. Jean-Pierre Josso, victorieux 2 années auparavant, prend le relais de son patron pour les 2 dernières heures. La Porsche remonte mais Josso stabilise cet écart. La piste s'assèche et Jean-Pierre tient bon. Rondo et Josso réalisent un exploit, devant une marée humaine en délire. Le duo remporte les 24 heures du Mans 1980. David a battu Goliath. De plus, la M379 de Spice et frères Martin termine 3e au général et remporte la catégorie GTP. La voiture m'a échappé comme sur de la glace, elle est partie en tête à queue. J'ai calé le moteur et ce qui est fantastique, c'est qu'il a accepté de repartir. Alors que depuis ce matin, on avait des problèmes à chaque arrêt, il fallait verser de l'eau sur le démarreur pour arriver à le refroidir suffisamment pour lui permettre de relancer suffisamment le moteur pour partir. Et là, j'appuie une première fois, rien. Je dis bon bah c'est foutu. Et tout seul, je pouvais rien faire. Une deuxième fois, et il est parti. Comme quoi la chance est avec moi. Et 4e, on retrouve un autre petit constructeur français, WM de Gérard Welter avec à son volant Roger Dorgy et Guy Fréclin. Les petits constructeurs français ont fait fort. Putain, t'es obligé de jouer avec des canettes à la con pendant que j'enregistre mes vocaux, bordel. Mais les organisateurs le savent, Le Mans a perdu de l'intérêt ces dernières années, il faut donc redynamiser tout ça. Alors, une nouvelle réglementation entrera en vigueur à partir de 1982. En attendant, on s'attend à ce que les choses reviennent à la normale en 1981. Les petits constructeurs sont toujours là, certes, mais Porsche revient avec 2 936 très évolués, n'a pas l'intention de se faire avoir 2 années de suite. À l'issue des 24 heures 1980, Jackie Ickx avait annoncé sa retraite. Mais avec cet engagement de 2 Porsche 936 officiels, il revoit son jugement. Il voit là une très belle occasion de devenir seul détenteur du record de victoire au Mans. Il décide donc de remettre le casque et de renfiler la combi. Il veut sa 5e victoire et pour cela, il a une chance. Il retrouve son coéquipier victorieux avec lui en 1975, Derek Bell. Rondo est conscient du statut de son équipe, mais malgré tout, il fait preuve d'ambition. Il engage 5 voitures, 3 en groupe 6 et 2 en GTP. Le tout avec des noms connus, Henri Pescarolo qui attend son heure pour à nouveau jouer la gagne, mais ce n'est pas tout. Patrick Tambay, Josso, Lafosse, Ragnotti ou Streff, moins connus à l'époque, mais connus aujourd'hui. Porsche engage donc 2 936 arborant une livrée que j'apprécie tout particulièrement. Attention malgré tout à la fantaisie des frères Kremer, une Porsche 917 qui dépasse les 380 km/h dans les Inaudières. Le début de course est cela dit marqué par un grave accident.
Thierry Boutsen, au volant de la WMP 81, sort de la piste et fauche 3 commissaires. L'un d'entre eux succombera malheureusement de ses blessures. Cela provoque la première intervention de voiture de sécurité de l'histoire des 24 heures du Mans. Et oui, la sécurité en sport automobile évolue en permanence. Les pilotes connaissent les risques, mais en aucun cas ils veulent impliquer les autres. Au plus proche de l'action, les commissaires de piste permettent la tenue des courses. Ils sont indispensables à la pratique de ce sport. Aux 24 heures du Mans, comme sur tous les circuits du monde, il faut saluer leur courage. Souvent bénévoles, ces hommes et femmes aujourd'hui en orange n'échangeraient leur place pour rien au monde. Une communauté soudée au sein même du sport automobile. Présents depuis le début de cette course, leur matériel a évolué petit à petit. En 1939, des téléphones ont fait leur place à différents postes. Ils pouvaient ainsi rapporter ce qu'ils voyaient en piste à tout moment. Aujourd'hui, les téléphones ont fait place à la radio. En 1967, Henry Ford a offert à l'ACO 5 camions équipés de matériel médical et d'anti-incendie. En 1969, lorsque John Woolf perd le contrôle de sa 917 à Maison-Blanche en y perdant la vie, un commissaire dénommé Marcel Sierry se place au milieu de la piste armé de 2 drapeaux jaunes afin de ralentir la meute et d'éviter le suraccident. Un exemple parmi tant d'autres de la bravoure de ces hommes et femmes. Petit à petit, la sécurité a augmenté. En 1992, la première équipe d'extraction voit le jour. En 1999, le circuit de la Sarthe est entièrement couvert par des caméras de surveillance. Le circuit en lui-même sera modernisé au gré des différentes normes de sécurité. De nouvelles procédures verront le jour comme les slow zones en 2015. En 2017, les cockpits ouverts sont prohibés. Évidemment, côté voiture et pilote, de nouveaux équipements et de nouvelles normes de sécurité verront le jour au fil du temps. Mais malheureusement, en 1981, l'accident de Thierry Boutsen n'est pas le seul. Quelques minutes plus tard, la Rondeau numéro 25, alors deuxième, pilotée par Jean-Louis Lafosse, sort violemment dans les lunaudières. Le Français est tué sur le coup. Pourtant, meurtri par cet accident, Rondeau ne retirera pas ses voitures. Mais pour Bob Volek, pilote dans la voiture sœur, c'en est trop et il quitte le circuit durant la soirée. Ce drame vient à entacher la victoire en catégorie GTP du petit constructeur français. Victoire et deuxième au général avec Jean-Louis Schlesser, Jackie Aran et Philippe Streff. Cette édition 81 est menée de main de maître avec Jackie X et Derek Bell. Le duo est inarrêtable et la Porsche 936 renoue avec la victoire. Ça y est, Jackie X est 5 fois vainqueur des 24 heures du Mans. 5 fois. Il prend seul le record de victoire dans la Sarthe, battant ainsi son compatriote Olivier Gendebien. Jackie X, appelez-le désormais Monsieur Le Mans. A-t-il encore envie de prendre sa retraite après ça? Non, le groupe C l'appelle. 1982, c'est le début d'une nouvelle ère, le groupe C. Une réforme dans la catégorie prototype où l'équité est naturellement respectée par les réglementations sur la consommation d'essence. On voit alors apparaître des voitures à la cylindrée peu impressionnante, mais qui sont capables de dégager beaucoup de puissance grâce au turbo. Et si cette réglementation s'avérait sur le papier prometteuse, en fait le suspense va être très vite tué. Et cela tout simplement parce que Porsche va sortir de son placard à idées un nouveau fabuleux monstre, la Porsche 956. En face, il n'y a pas d'autres constructeurs qui investissent réellement au même niveau que Porsche. Certes, il y a Lancia, certes, il y a Ford, mais c'est pas tout à fait le même niveau d'engagement. Et du côté des privés, on a des Lola, des Rondeau, des Cougar qui roulent avec le V8 Ford Cosworth. Mais celui-ci n'a pas les moyens de tenir la dragée haute au flat 6 des Porsche 956. Mais pour cette première édition, il y a un semblant de suspense en début d'épreuve. Effectivement, l'inconnu sur cette nouvelle réglementation de consommation rend les équipes prudentes. Mais Jackie X et Derek Bell bouclent une nouvelle course parfaite et s'imposent une 3e fois ensemble. Monsieur Le Mans porte son record à 6 victoires. Il s'agit de sa 6e et dernière victoire au Mans. De plus, Porsche réalise le triplé. Ils sont maintenant à 7 victoires et se rapprochent de Ferrari. Porsche est seul au monde, mais heureusement, il va pouvoir y avoir des batailles internes chez Porsche. Parce qu'à partir de 1983, les équipes privées peuvent s'offrir la 956. Ainsi, les frères Kremer, ainsi Reinhold Joest avec le Joest Racing s'achètent des 956 et viennent combattre les Porsche Rothmans officielles de l'usine qui sont toujours présentes au nombre de 3 lors des 24 heures 1983. Ces duels internes vont nous offrir un peu de suspense que ni les Lancia, ni les Rondeau, ni le WM, ni les Cougar ne peuvent assurer. Cette édition de 1983 est donc de nouveau dominée par Porsche et je dirais même que c'est un doux euphémisme. Schupan, Holbert et Heywood sur la Rothmans Porsche numéro 3 parviennent à bout du duo légendaire Jackie X et Derek Bell qui ne terminent que 2e. Mais attendez, il y a mieux, les Porsche 956 occupent carrément les 8 premières places à l'arrivée et elles sont même 9 dans le top 10. Porsche d'ailleurs en fera une publicité célèbre. Seule la Sauber BMW numéro 46 a pu se hisser dans le top 10.
Mais dites-vous bien que cette domination outrageuse de Porsche commence à agacer aussi bien les instances dirigeantes que nous, le public. Heureusement, les batailles internes des Porsche privés vont vraiment faire le sel des prochaines éditions. Le Skoal Bandit Porsche arrive avec une armada impressionnante, et qui engage une nouvelle Porsche, la 962C. On en a deux d'ailleurs, sur les 16 Porsche. Les autres sont des 956. Bref, à côté nous avons donc d'autres teams privés, mais j'attire votre attention sur le team Yost arborant la livrée jaune, noire et blanche avec le logo Newman. Dans la numéro 8, on retrouve Stefan Johansson et Jean-Luc Schlesser, et dans la numéro 7, Klaus Ludwig, vainqueur avec la 935 en 79, et Henri Pescarolo. La légende française est de retour dans une voiture capable de jouer la gagne. Mais les Porsche doivent se méfier de la vitesse supérieure des Lancia, mais les italiennes sont moins fiables. Deux philosophies bien différentes, et l'efficacité allemande prend rapidement le pas sur la fougue italienne. En tête de la course, c'est la Newman numéro 7 de Pescarolo et Ludwig qui, après le retrait de la voiture sœur, la numéro 8 à 4h du matin, se voit proposer les services de Johansson. Qui est réserviste sur cette voiture. Voilà pourquoi il y a son nom inscrit. Je pense qu'on est nombreux à voir cette miniature, du coup si vous voyez le nom Johansson, ben maintenant vous savez pourquoi. Sauf que les deux titulaires, Klaus Ludwig et Henri Pescarolo, refusent l'aide de Stefan Johansson. Ces derniers n'ont pas nécessairement eu une course tranquille. Relégués à 2 tours en début de course pour problème d'alimentation, puis bris de suspension, 14 minutes de perdu. Mais les deux hommes sont solides et réalisent une suite de courses parfaite, profitant alors des problèmes des autres Porsche, et au terme de 24 heures, Henri Pescarolo renoue avec la victoire. Il s'agit de la 4e et dernière victoire dans la Sarthe. Klaus Ludwig en est lui à 2 et surtout, Porsche égale le record de Ferrari. Et au vu de la tendance observée, le record italien est bien menacé. L'équipe de Jost, Newman, Pierre-Lans, ça réunissait tout ce qu'il fallait pour pouvoir gagner. Une très bonne voiture, la Porsche 956, avec une équipe qui a l'expérience de la préparation de ce genre de voiture. Un très bon coéquipier, Klaus Ludwig, qui est quelqu'un qui va très vite et qui conduit en toute sécurité, ce qui est important au Mans. Et après ça, il faut un peu de chance. On a eu de la malchance au début pour un petit ennui. Après, on a eu de la chance parce que la voiture a merveilleusement marché jusqu'au bout. Cette Porsche 956 Newman du team Yost rentre dans l'histoire, mais sera encore plus impressionnante l'année suivante. Rossmann's Porsche est de retour officiellement avec de sacrés équipages. Stuck Bell d'un côté, c'est pas mal, X-Mas de l'autre. C'est pas mal. Monsieur Le Mans vit d'ailleurs son ultime participation. Et vous vous doutez bien que Porsche officiel engage les derniers châssis, les 962C, qui s'avèrent très redoutables. Hans-Joachim Stuck pulvérise d'ailleurs le record du tour, 3:14:80. Selon ses dires, son plus beau moment au Mans, un tour parfait à 251,815 km/h de moyenne. Notez que les chiffres sont plus précis qu'au début de notre série, et oui, tout évolue. Bref, au milieu de toutes ces Porsche se trouve la tenante du titre, la 956 Newman du team Yost. C'est toujours le même châssis que l'année précédente, le 117, c'est toujours la même livrée, c'est toujours le même sponsor, mais ce n'est plus tout à fait les mêmes pilotes. Klaus Ludwig est resté, mais Henri Pescarolo est passé du côté de chez Lancia. Il est donc remplacé par Paolo Barilla et John Winter. Mais une chose va être à l'avantage de cette voiture, pourtant considérée comme simple outsider en début de course. La réglementation sur la consommation d'essence qui est encore plus restrictive. Ce qui fait que les Lancia sont totalement hors du coup, et même les Porsche 962C d'usine ont du mal. Réalisant une course parfaite, l'équipe de Reinhold Joest remporte une deuxième fois les 24 heures du Mans avec sa Newman numéro 7. Klaus Ludwig compte désormais 3 succès et Porsche prend le record du nombre de victoires à Ferrari. Ils sont réellement seuls au monde. Et ça continue. 11e victoire en 86, la première pour la Porsche 962C. Elle est conduite par Al Albert, Hans-Joachim Stuck, le pilote le plus rapide du Mans, et Derek Bell qui s'impose une 4e fois. Mais Porsche va devoir se méfier car le groupe C intéresse. D'autres constructeurs sont désireux de triompher au Mans et ils veulent le trône de Porsche. Un nouvel âge d'or est sur le point d'arriver. Jaguar et Sauber, voilà deux constructeurs qui vont relancer le spectacle au Mans. Jaguar est présent depuis quelques années avec le GTP et en 1987, les XJR6 sont plus que jamais dangereuses pour les 962C. Ces voitures à la livrée Seal Cut sont amenées par le TWR, le Tom Walkinshaw Racing. Voilà plusieurs années que Tom Walkinshaw se fait sa place dans le monde du sport automobile, et là, il va se révéler aux yeux du monde. Du côté de chez Sauber, on accueille le retour d'un nom tristement célèbre au Mans, Mercedes. Ils reviennent en tant que motoriste du constructeur helvétique Sauber. Peter engage pour la première fois en 1987 les châssis C9. Prometteur, il ne demande qu'à être perfectionné. Donc au final, c'est le retour de deux constructeurs historiques. Pour cette nouvelle édition, le duel Porsche-Jaguar est annoncé. En 1986, le virage de Mulsanne est légèrement modifié. Il ne s'agit plus d'un croisement, mais d'un rond-point, alors une petite bretelle est construite. Et en 87, il y a encore du changement. Pour des raisons de sécurité, une chicane est installée à Dunlop, comme on l'a dit juste avant. Mais ce n'est pas tout. En 1988, il y aura encore quelques petits changements. Un resurfaçage des hunaudières et un rehaussement des rails de sécurité.
Le duel germano-britannique commence sur une piste séchante. Après un bon départ des Porsche, Jaguar prend la tête de la course avec la numéro 4 de Cheever Buzzell-Lamers. Mais encore une fois, les problèmes arrivent vite. Après avoir touché la Porsche de Stuck, c'est maintenant la Jaguar de tête qui est ralentie. Mais les TWR sont nombreuses et la numéro 6 et 5 reprennent la relève. Sauf qu'eux aussi seront touchés, ce qui permettra à la Porsche de Stuck, Bell, Holbert de reprendre l'avantage. Et l'expérience de Porsche aide. Les Jaguars sont rapides mais elles sont touchées par trop de problèmes. Porsche reste au sommet une année supplémentaire. Stuck, Bell, Holbert remportent une deuxième année consécutivement les 24 heures du Mans. Bell devient d'ailleurs le deuxième pilote le plus victorieux au Mans avec 5 succès. Mais cette confrontation a ravivé l'intérêt de l'endurance aux yeux du public. Tant mieux. 1988, c'est l'heure de la revanche. Jaguar arrive au Mans auréolé de son titre champion du monde 1987 et avec de toutes nouvelles XJR9. Du côté de Porsche, les 962C un peu vieillissantes ont été sérieusement remises à jour avec une nouvelle injection électronique. Elles perdent leur déco Rothmans pour passer aux couleurs rouge et jaune de Shell et de Dunlop. Chez TWR, le sponsor Silcut est lui toujours bien présent. Et croyez-moi, cette édition 1988 va rentrer dans la légende. Bob Volek prend un départ canon, mais Stuck et Lamers le devancent au terme de la première boucle. Il se trouve justement que cette Jaguar numéro 2 de Lamers, Dumfries, Wallace soit un petit peu plus rapide que les autres. Ça fait partie de la stratégie Jaguar. Il faut forcer les Porsche à commettre des erreurs et cette numéro 2 est en lièvre. Et cette tactique marche rapidement. Porsche commet des erreurs bêtes comme se gêner dans les stands. Jaguar passe donc en tête de la course. Plus tard, c'est la 17 de Ludwig qui se trouve au ralenti au bord de la panne sèche. Cette dernière reviendra dans le match progressivement. Mais la Jaguar numéro 2 continue de tracer sa route. Et on se dit qu'avec un tel rythme, les problèmes ne devraient pas tarder. Sauf que pendant la nuit, ce sont les Porsche qui en sont victimes. La 18 casse un moteur, la 19 perd un cylindre, et au petit matin, la 17 qui a refait son retard perd 6 minutes au stand sur problème de pompe à eau. La stratégie de Jaguar a fonctionné, il faut maintenant tenir jusqu'au bout. Et ce sera le cas. Cette édition de 1988 marque la fin du règne de Porsche. Jaguar, victorieuse en 51, 53, 55, 56 et 57, remporte une 6ème victoire avec Jan Lamers, Andy Wallace et Johnny Dumfries. Il s'agit de l'une des éditions les plus marquantes de l'histoire de cette course. Après plusieurs années ternes, le groupe C s'avère être une formule très intéressante. Et ces différentes bagarres ont rendu l'endurance très populaire. Et ça va déranger. Vous connaissez l'histoire à force, hein. Deux hommes entrent en scène, Bernie Ecclestone et Jean-Marie Balestre. Contextualisons tout ça. Ecclestone voit l'endurance grossir et commencer à faire de l'ombre à la Formule 1. Une bonne image pour les constructeurs, le tout à des prix raisonnables. Ça fait envie. Sauf que dans tout ça, celui qui tire les marrons du feu, ce n'est pas Ecclestone. Et ça, c'est un vrai problème pour Bernie. Après avoir tenté en vain de greffer des moteurs 3,5 litres atmosphériques aux voitures du championnat d'Europe de tourisme et du coup de faire évoluer cette formule en championnat du monde, Ecclestone et Balestre ont pour idée d'appliquer cette formule à l'endurance. Et les coups bas commencent en 1989. Le championnat du monde des voitures de sport est renommé Challenge Intercontinental et les constructeurs apprennent qu'à partir de 1991, la catégorie reine aura uniquement des moteurs 3,5 litres atmosphériques. Toute autre architecture sera interdite, sauf le flat 6 turbo de litre 8 de Porsche. Parce que Porsche, ce qui emmerde profondément Jaguar et Mercedes qui ont d'autres architectures. Mais ce qui arrange un autre constructeur, le seul à vraiment être intéressé par cette nouvelle réglementation, c'est Peugeot. Bref, autant d'annonces qui font peur à beaucoup de monde. Certains, comme Henri Pescarolo, ne sont pas dupes. Ces agissements sont là pour piéger les constructeurs afin de les amener progressivement vers la Formule 1. Il faut alors une instance qui défende l'intérêt des 24 heures du Mans. Et cette instance, c'est l'ACO, les organisateurs. Le premier affrontement direct entre FISA-FOCA d'un côté et ACO de l'autre, il concerne les revenus télé. Bernie Ecclestone veut tout, ça vous surprendra peut-être pas, il veut absolument tous les revenus télé. Pourtant, l'ACO sait très bien que si les constructeurs viennent au championnat du monde d'endurance, c'est en raison des 24 heures du Mans, sa course. Donc l'ACO ne veut pas lâcher ses revenus télé. Et FISA-FOCA savent très bien malgré tout que l'ACO dit vrai sur ce point-là. Du coup, un compromis est trouvé. Pour que les 24 heures du Mans restent au calendrier du championnat et soient sûrs de compter tous ses participants, l'ACO recevra les revenus télévisuels français et japonais. Oui, parce que cette course est très importante pour les Japonais. On n'en parle pas parce qu'ils ne jouent pas encore la gagne, mais Mazda, Toyota et Nissan sont régulièrement sur la liste d'engagés. Mais cette liste pourrait clairement se réduire. La future réglementation, 3,5 litres et autres règles restrictives vont faire considérablement augmenter les coûts de l'endurance. Les 24 heures du Mans, ce sont des constructeurs, certes, mais aussi des privés. Surtout des privés. Des privés moins fortunés, et on rappelle que pendant que Porsche et Jaguar se tiraient la bourre en catégorie C1, la bagarre faisait rage en C2 entre plusieurs petits constructeurs, Spice ou encore Écosse.
mais l'avenir s'annonce sombre pour eux. Malgré tout, plusieurs constructeurs annoncent être intéressés par cette nouvelle réglementation. Peugeot d'un côté, mais aussi Jaguar et Sauber. Et c'est dans ce contexte très tendu finalement que l'édition 1989 des 24 heures du Mans se tient. Édition qui, à la dernière minute, disparaît du calendrier du championnat du monde. Et ça, Balestre et Ecclestone l'ont en travers de la gorge. Et malgré tous les mots qui ont pu être balancés par notre duo infernal, l'édition de 89 est une réussite. Porsche est maintenant battu et Jaguar compte bien conserver sa couronne. Mais Sauber Mercedes semble plus que jamais prêt à la coiffer. Et pour preuve, ce sont deux C9 qui sont aux 2 premières places en qualification. La bataille à 3 arbitrée par des Toyota de plus en plus crédibles va être intéressante. La passion de cette course fait oublier les trop nombreuses querelles réglementaires dont l'endurance est victime. Baldi sur la Sauber 61 prend un bon départ, mais se fait vite doubler par la Jaguar de Nielsen. Mais dans la soirée, les tenants du titre connaissent quelques problèmes de vibration qui retardent les XJR9. Et surprise, ce ne sont pas les Sauber Mercedes qui prennent la relève, mais bien la Porsche numéro 9 du team Yost pilotée par Stuck et Volek. Mais en plein milieu de la nuit, l'Allemande a des problèmes de surchauffe. Réparation obligatoire et beaucoup de temps de perdu. C'est donc Jaguar qui reprend les commandes de la course, mais c'est à leur tour de connaître des soucis au petit matin. Sauber Mercedes retrouve donc la tête de la course. Mass, Reuter, Dickens n'ont pas été exempts de tout problème et ont fait une course discrète, mais visiblement plus efficace que les autres, et dans cette bataille à 3 très populaire, ce sont eux qui offrent la victoire à Peter Sauber et Mercedes. L'édition 1989 des 24 heures du Mans prouve au moins 2 choses. La première, cette course n'a pas besoin de championnat du monde pour être une réussite. Et la deuxième, le groupe C est une formule incroyable. Rares sont les fois où 3 constructeurs se battaient pour la victoire au Mans. Mais malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arranger. Jean-Marie Balestre et Bernie Ecclestone n'ont pas apprécié la rébellion de dernière minute de la part de l'ACO, et ils vont se venger. À cette époque, Jean-Marie Balestre cumule 3 mandats, président de la FIA, président de la FISA et président de la FFSA, ce qui fait qu'il a le pouvoir sur l'homologation des circuits français. Entre autres, parce qu'avec ses 3 mandats, il a vraiment beaucoup de pouvoir. Le truc, c'est que l'homologation du circuit de la Sarthe expire fin 89 et pour la renouveler, Balestre impose 2 chicanes dans l'inaudière. C'est un blasphème. Les unodières, c'est un mythe, et ce depuis la première année de ce circuit de la Sarthe. Plus de 5 km de pleine charge où les moteurs sont mis à rude épreuve. Bentley a été le premier constructeur à dépasser la barre des 200 km/h. C'était avec la Blower en 1931. En 1963, c'est la barre des 300 km/h qui est franchie avec la Ferrari 250p. Ça fait rêver. En 71, la Porsche 917 longue a franchi la barre des 360 km/h. Dit comme ça, 362 km/h, ça fait un petit peu anodin. Sauf que si on les convertit en mètres secondes, eh ben ça fait 100 mètres secondes. Et là c'est impressionnant. Et en 1988, la WMP 88 pilotée par Roger Dorchy atteint les 407 km/h. Cette voiture équipée d'un moteur Peugeot ne sera donc jamais battue avec 2 chicanes. Ce record a été homologué à 405 km/h pour correspondre à la sortie de la Peugeot 405 pour des raisons évidentes de marketing. Cette ligne droite, c'est tout un mythe. Un mythe où la moindre défaillance peut s'avérer fatale et beaucoup de pilotes en ont fait les frais. Et malgré tout, elle demande beaucoup de sang-froid et de dextérité. La petite courbe à droite qui suit l'actuelle deuxième chicane est piégeuse. Poussiéreuse et maculée de gravillons hors de la trajectoire, les pilotes doivent veiller à ne pas trop élargir. S'ensuit la bosse de Mulsanne où il est impératif de relâcher un petit peu les gaz pour remettre du poids sur l'avant et ainsi éviter de s'envoler. Avec ces 2 chicanes imposées par Balestre, c'est un mythe qui disparaît. L'ACO n'a pas vraiment le choix. S'il refuse, le circuit de la Sarthe ne sera pas homologué et les 24 heures du Mans deviendront une course de 4 heures sur le circuit Bugatti. Mais l'ACO tente de se défendre malgré tout en présentant une lettre que Jean-Marie Balestre avait rédigée quelque temps auparavant et qui indiquait qu'il acceptait que la ligne droite reste en l'état pour l'instant. Ouais, sauf que... Oui bah non quoi. Du coup, vu que cela ne suffit pas, la CO tente d'interagir avec les politiques pour tenter de retirer à la FISA FFSA le pouvoir qu'elle a concernant l'homologation des circuits. Ouais mais là c'est super dangereux pour le sport automobile français. Donc c'est un refus. Et Jean-Marie Balestre n'était pas trop du genre à accepter qu'on lui résiste. Donc, par vengeance, il exige de l'Automobile Club de l'Ouest une lettre d'excuse pour reprendre les négociations. Il en fait de même d'ailleurs au cours du même hiver avec rien de moins qu'Ayrton Senna. C'est la condition sine qua non pour qu'Ayrton puisse retrouver sa super licence de Formule 1.
Pas le choix, hein, les chicanes voient bel et bien le jour. L'ACO décide alors de retirer l'édition de 1990 du championnat du monde d'endurance. Elles avaient été placées dans le calendrier de force par la FISA sans avoir l'accord de l'ACO. Mais les constructeurs avaient subodoré que cela pourrait se produire au cours de l'hiver. Donc, Nissan, Jaguar et Sauber avaient passé entre eux un accord secret stipulant que si Le Mans était hors championnat, ils n'iraient pas. Mais finalement, ok, même si Le Mans n'est pas dans le championnat, c'est quand même la course majeure de l'année. Donc chez Jaguar et chez Nissan, on se dédie et on va bel et bien aller au Mans. Seul Sauber Mercedes va rester fidèle à sa parole envers la FIA et va décider de boycotter Le Mans. Ça ne leur fera pas que des amis et je vous avoue que moi-même, aujourd'hui, j'ai toujours une dent contre Mercedes suite à ce forfait. Mais ce sera malgré tout une bataille à 3. Porsche contre Jaguar, contre Nissan avec les R90 CK. Ce qui aurait donc été une bataille à 4 si Sauber avait été là. Ouais, je sais compter. Porsche et Nissan prennent la tête de la course. D'un côté, on a la Repsol du Brun Motorsport avec Larori Paria Brun, et de l'autre la Nissan de Blundell Bailey Brancatelli. Les Jaguars sont derrière en embuscade. Avec les décalages de ravitaillement, Kazuyoshi Hoshino, légende du sport auto japonais, se retrouve leader de la course pendant quelques tours, devenant le premier japonais à mener Le Mans. Mais au fil de la course, les Jaguars remontent et évitent les problèmes. Nielsen comme Brolden se placent en tête à la mi-course et tiennent la tête jusqu'à l'arrivée et s'imposent devant 230 000 personnes. La seule course populaire de la saison d'endurance. Il s'agit de la 7e victoire de Jaguar, la 2e pour Tolwa Show. Porsche est à nouveau battu. D'ailleurs, la Repsol Brun pilotée par Oscar Larrauri qui était 2e est tombée en panne à 15 minutes de l'arrivée. Terrible. C'est donc un doublé Jaguar devant la Porsche numéro 45 d'Alpha Racing Team, qui est le premier team japonais à réaliser un podium aux 24 heures du Mans. Clairement, on assiste au premier rayon du pays du soleil levant. Il y a de gros changements pour 1991. Déjà, l'ACO entreprend de gros travaux pour refaire totalement les stands du circuit, faisant entrer prématurément le circuit de la Sarthe au XXIe siècle. Une voie des stands beaucoup plus large et sécurisante, avec un muret des stands rendant obsolète le panotage à Mulsanne. De plus, les équipes découvrent les 46 garages situés sous une grande tribune à l'inclinaison vertigineuse. De plus, en amont des garages, un grand bâtiment est construit. Il accueille la direction de course mais aussi le centre médical, la cabine du speaker, et c'est par là que les pilotes accèdent au tout nouveau podium dominant la ligne droite de départ-arrivée. C'est beau, un sacré chantier. En moins beau, c'est cette année que les premières 3,5 litres voient le jour. Et Peugeot arrive enfin au Mans avec Jean Todt en leader avec les magnifiques 905. Elle porte les espoirs de voir une victoire française à domicile. La dernière remonte à Rondeau en milieu d'épisode. Ça va, c'était il n'y a pas si longtemps. On est entouré des deux puissances fortes de ces 24 heures du Mans. Et puis nous, on va pas s'occuper d'eux, on va s'occuper de notre équipe, de notre petit bonhomme de chemin. Et puis on va voir ce que ça va donner. Bref, Le Mans fait de nouveau partie du championnat qui voit les 3,5 litres se battre. Sauber a confié le développement de sa nouvelle C291 aux jeunes Michael Schumacher et Karl Wendlinger, tandis que Mass et Schlesser sont restés avec la C11 qui fait maintenant partie de la catégorie C2. Jaguar a sorti la XJR 14 basée sur les travaux de Ross Brown, et Porsche est donc resté avec ses 962 en C2. Chez Jaguar et Mercedes, ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que leurs 3,5 litres atmosphériques n'iront pas au bout des 24 heures. Donc, il est hors de question de les engager pour la course. Ouais, mais le truc, c'est que réglementairement, ils sont obligés de les amener sur chaque manche du championnat. Donc Jaguar et Mercedes amènent leur XJR 14 et C291 aux côtés des XJR 12 et des C11. Ce sont leurs anciennes groupes C qui, vous l'avez compris, sont devenues cette année la catégorie C2. Alors, si vous avez bien suivi, ces voitures devaient être interdites à partir de 91, mais cette interdiction a été repoussée en 1992. Mais pour être sûr de ne pas faire de l'ombre aux 3,5 litres, ces mythiques groupes C sont sévèrement lestés et bridés. Mais Jaguar et Mercedes préfèrent malgré tout ces anciennes groupes C plus fiables, plus éprouvées, qui elles iront au bout des 24 heures, du moins ils le pensent. Donc il faut disqualifier les voitures de la nouvelle génération. Et chez Mercedes, on va s'y employer à merveille en faisant faire du véritable tourisme à Kreuzpointner qui va réaliser un tour en 6 minutes 55. Oui, ça écoutez vraiment, là il n'y a aucune chance de se qualifier avec un chrono pareil, ouais. Chez Jaguar, par contre, on joue un tout autre jeu. Alors, avec la numéro 3, c'est très clair, on ne l'envoie même pas en piste. Par contre, avec la numéro 4, on envoie Andy Wallace à l'assaut du chrono. Objectif, pole position. Il ne va échouer que de très peu et la voiture ne sera donc pas alignée en course. Le meilleur chrono des essais, c'est Jean-Louis Schlesser qui le signe à bord de sa Mercedes C11. Problème, les 10 premières places de la grille étaient réservées uniquement aux voitures de la catégorie C1. La Mercedes va donc partir 11e, derrière une Spice qui aura tourné 30 secondes moins vite qu'elle lors des essais.
ubuesque. Et ce sont les deux Peugeot 905 qui se retrouvent en pole position sans avoir pour autant effectué les meilleurs temps, loin de là. C'est ridicule et le public ne s'y trompe pas. Il y a moins d'engagés et il y a également moins de public. Le ridicule saute aux yeux. Les privés souffrent et meurent et certains noms légendaires ont quitté la grille. Comme Reinhold Jost, vainqueur des éditions 84 et 85. Ça coûte trop cher. Cette édition 91 va malgré tout rentrer dans l'histoire et fera même oublier au fil des années le ridicule qui l'entoure. Les 905 se montrent en début de course comme on pouvait s'y attendre, mais des aveux même de Jean Todt, elles ne sont pas là pour finir la course. Ces voitures françaises sont encore jeunes, trop jeunes, et sont là pour être développées en attendant 92. Et donc, comme prévu, elles abandonnent rapidement. Les Porsche sont en souffrance et on assiste alors à un duel Jaguar-Sauber, décidément devenu les 2 maîtres du Mans. Mais un troisième larron fait surface. La Mazda 787B numéro 55 verte et orange à moteur rotatif. Cette technologie est surprenante et il se trouve que si elle est moins rapide que ses adversaires, des faits de course la placent sur le chemin de la victoire. Les Sauber ne sont pas fiables et les Jaguars sont trop gourmandes. C'est en partie dû au lest. Cette japonaise entrera dans l'histoire notamment pour son bruit très particulier. Cette voiture devait être lestée de 50 kg, mais finalement, elle ne l'a pas été. Voilà qui a sans doute donné un coup de pouce à cette voiture qui devient, à la surprise générale, la première japonaise à remporter les 24 heures du Mans. Et si, comme on l'a dit, le mythe de cette voiture allait prendre le pas sur le ridicule de la course, après l'édition 91, on se demandait ce que l'endurance et les 24 heures du Mans allaient devenir. Et au vu de la liste d'engagés pour 1992, il y a de quoi s'inquiéter. Sauber Mercedes quitte la grille et prépare son arrivée en Formule 1 tout comme Tom Walkinshaw. Plus de Jaguar et plus de Sauber. Les C2, dont fait partie la Porsche 962C, sont interdites à partir de 92, il n'y a donc plus que Peugeot. Comme on l'a vu, le championnat du monde a carrément été annulé. Dans un premier temps, parce qu'après il a été sauvé de justesse. Toyota et Mazda s'engagent en 3,5 litres, mais la liste d'engagés au Mans n'est plus si alléchante que ça. Même si, exceptionnellement pour cette course, les C2 peuvent revenir. Sauf qu'elles sont tellement bridées qu'elles ne peuvent rien espérer. Porsche a d'ailleurs essayé de baisser cette dernière, mais Peugeot a catégoriquement refusé. Ils veulent à tout prix gagner. De plus, pour avoir malgré tout un plateau un peu garni, l'ACO revoit ses critères d'engagement à la baisse et des prototypes nationaux sont autorisés comme les 905 Spider, qui font à peine 250 chevaux. Et malgré ce retour, il n'y a que 28 engagés. C'est du grand n'importe quoi. Le Mans est en train de mourir. Et les spectateurs ne s'y trompent pas, ils sont beaucoup moins emballés. Cette 60e édition de cette course mythique s'annonce très spéciale. Cette édition 92 est malgré tout intéressante en début d'épreuve à cause de la pluie. Les Toyota se montrent très dangereuses face aux Peugeot et les Mazda ne sont pas loin. Mais au cours de cette course, les conditions s'améliorent et Peugeot creuse l'écart. Le plan de la marque au Lion est maintenant accompli et la Marseillaise va de nouveau résonner en Sarthe. Victoire de la numéro 1 de Derek Warwick, Mark Blundell et le français Yannick Dalmas. Mais la santé de cette discipline n'est pas bonne du tout. En fin d'année, le championnat du monde d'endurance meurt et on se demande si Le Mans ne va pas suivre également. C'est hors de question pour la CO. En 1993, ça fera 70 ans que Le Mans existe, et il en a traversé des crises. 1936, 1968 et évidemment la Seconde Guerre mondiale. Bernie Ecclestone et Jean-Marie Balestre ont fait beaucoup de mal à l'endurance à tel point que son championnat du monde a été supprimé. C'est une terre brûlée. Mais Le Mans n'est pas mort et la CO a du pain sur la planche pour relancer sa course. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Vous savez ce que je vais dire, je remercie bien évidemment Alex et Laurent Chevaux pour leur participation à cette série. Allez suivre Laurent Chevaux sur sa chaîne YouTube ainsi que sur son site, je vous ai mis tous les liens en description, soyez curieux. Quant à moi, je vous ai mis également en description quelques liens qui me concernent. Sinon, vous savez quoi faire sur la plateforme, surtout n'hésitez pas à partager cette série, parce que vu le temps qu'on y a passé, vraiment ce serait cool. En tout cas, on espère que ça vous plaît. Puis vous savez quoi faire avec les 5 gestes importants, mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuez d'aimer les 24 heures du Mans. À dans quelques jours pour le dernier épisode de cette série.